qui tourne autour d'utilisation du pénal d'une manière qu'on pourrait dire politique. Bon, alors pour encadrer ça, mon point de départ vraiment c'est un petit passage en 1978 quand Foucault il est en train d'analyser, de présenter sa généalogie de l'art de gouverner. Il se tourne vers Machiavel, il se tourne vers la raison d'État qui est écrit en réponse à Machiavel. Et il dit que Machiavel se trouvait toujours au centre du débat pendant toute cette période de 1580 à 1650, 1660. Il écrit « Il est au centre du débat dans la mesure, non pas du tout où ça passe par lui, mais dans la mesure où ça se dit à travers lui. Ce n'est pas par lui que ça se passe, ce n'est pas par lui et ce n'est pas chez lui qu'on va trouver un art de gouverner. Ce n'est pas lui qui a défini l'art de gouverner, mais c'est à travers ce qu'il a dit que l'on va chercher ce qu'est cet art de gouverner. Après tout, Foucault dit, ce phénomène de discours où l'on va chercher ce qui se passe alors qu'on ne cherche en fait qu'à dire quelque chose à travers lui, n'est pas un phénomène unique. Notre Machiavel à nous, de ce point de vue-là, c'est bien Marx. Ça ne passe pas par lui, mais ça se dit à travers lui. Et je pense que on voit très bien en 72, dans des passages très importants, des passages un peu charnières dans ce cours, que pour Foucault, beaucoup se passe à travers Marx. Et donc je voulais prendre 3 passages en particulier pour ces 3 passages méthodologiques importants pour essayer de démontrer donc comment ça se passe à travers Marx et donc si on pourrait en fait dépasser ce passage pour extraire ce qu'il y a de vraiment de survalue dans le travail de Foucault au-dessus de ce passage à travers Marx et de l'analyser dans le contexte de Ferguson, Missouri. Alors le premier passage, c'est dans la leçon du 9 février 1972, c'est un passage à la page 132-133, où très clairement, il nous dit que la pratique pénale n'est pas simplement le résultat d'une conception juridique de l'État ou d'une conception religieuse de la faute. Il ne fait pas, ou en tout cas pas seulement partie des superstructures, elle s'inscrit très directement dans le jeu des rapports d'appropriation et des rapports de force. Bon, c'est un passage qui fonde un peu le travail qui vient dans les cours qui suivent, donc d'étudier les rapports d'appropriation et d'étudier les rapports de force. Donc le 9 janvier, c'est tout sur les rapports d'appropriation. Bien sûr, c'est en dialogue avec Marx, le marxisme, et ça développe, bien sûr, l'idée qu'il faut aller approfondir, donc développer une théorie du pénal qui n'est pas bien sûr simplement superstructurelle. Bon, ça mène dans le cours à cette dichotomie entre le système pénal du Moyen-Âge qui est qui est décrit par le jeu des rapports d'appropriation, prélèvement des biens, donc imposition d'amende, de confiscation, réglementation de l'usure, le rachat, la composition, la charge des juges, bref, tout un appareil de justice pénale qui contribue directement à la circulation des richesses et demande une force politique et militaire de coercition. Bref, comme Foucault le dit, la pénalité mobilise et déplace la richesse. Donc, très important ici, parce que ce qu'on voit, c'est que le pénal n'est pas simplement, ne reproduit pas simplement l'économique, mais le forme et participe, constitue la distribution des richesses.
Bon, c'est bien sûr ce contraste entre ce modèle du Moyen-Âge et ensuite le modèle contemporain avec lequel il finit le cours du 9 février 1972, avec cette comparaison entre, d'un côté, prélèvement des biens, exclusion des biens, qui est très important et qui, bien sûr, va nous envoyer dans la direction de la société punitive et dans la direction de surveiller et punir, pour donner ce modèle de l'exclusion et de la séquestration qui sera tellement importante. Mais sur ce premier élément fondamental, donc la manière dont le pénal distribue les richesses, je crois qu'on peut, avant même de passer au carcéraire, on pourrait s'arrêter là et regarder Ferguson comme étant un exemple parfait de ça, en fait. Et je vous réfère ici à un article de mon collègue Walter Johnson dans The Atlantic, qui a paru le 26 avril 2015 sous le titre « Ferguson's Fortune 500 Company – Why the Missouri City, despite hosting a multinational corporation, relied on municipal fines and fees to extract revenues from its poorest residents. » Et ce que cet article démontre bien, c'est que, et aussi d'autres travaux, le rapport du FBI, du Department of Justice aussi, c'est que l'économie politique de Ferguson fonctionne par le pénal. La deuxième plus grande source de revenus pour cette petite municipalité, une municipalité qui, entre autres, est le foyer d'une société Fortune 500, Emerson Electric, c'est précisément les amendes recueillies suite à des condamnations pour des tout petits délits et des infractions municipales, principalement par des gens les plus pauvres dans la communauté. Alors en 2013, par exemple, la municipalité de Ferguson a encaissé 2 635 400 $ en amende dans les tribunaux municipaux pour les petites infractions municipales, qui représentaient 20% du budget entier de la ville. Les amendes représentaient donc la deuxième plus grande source des revenus. Et voilà comment le système marche. Et je vais lire ici juste un petit passage de l'article de Walter Johnson. Over the past 2 years, 85% of traffic stops there involved black motorists. After being stopped, black residents were twice as likely to be searched and twice as likely to be arrested as white residents, despite the fact that whites proved to be 2/3 more likely to be caught. Municipal violations for having an unmowed lawn or putting out the trash in the wrong place at the wrong time were issued overwhelmingly to black residents. 95% of the citations for the manner of walking on the roadway, c'est a violation, ou failure to comply, were issued to African Americans. In the same period, the city issued over 9,000 warrants for missed court appearances and unpaid or incomplete paid fines. According to the defenders there, citizens who fail to appear or to pay fines the fines are frequently triple the amount of their monthly income. And as a result, they're liable to be jailed. Donc ce qu'on voit dans cette petite municipalité, c'est vraiment ce modèle que Foucault avait décrit en 1972, avec bien sûr la dimension aux États-Unis inséparable de l'histoire de l'esclavage et des questions de race qui sont assez uniques plus ou moins aux États-Unis. Foucault, lui, il décrivait le Moyen-Âge, mais son analyse semble tout à fait correcte aujourd'hui encore. Pour conclure sur Johnson qui dit « The cash-starved municipality relies on its cops and its courts to extract millions in fines and fees from its poorest residents, issuing thousands of citations each year. » Donc, un premier élément, je pense, où on voit cette conversation avec Marx pour voir où Foucault en ira avec, mais je pense qu'on peut aussi en extraire beaucoup dans le contexte contemporain. Deuxième passage, à la page 197-198, ici, encore une fois, alors ça c'est le passage sur les effets de savoir, on en a déjà parlé un peu, cette distinction entre effet de savoir et opération idéologique, et à travers les effets de savoir, il se nomme donc une vérité. Très important ici, bien sûr, on voit un travail, tout un travail de Foucault sur un passage dans les effets de savoir d'un modèle de
mythique du droit germanique, de la lutte, de la guerre, de la bataille, qui se déplacera vers un modèle de l'imposition d'un savoir à travers la justice royale. Et donc, on voit ce déplacement graduel qui se fait vers la vérité, vers l'imposition d'un savoir. Donc, on voit tout le travail qui va de l'événement épreuve jusqu'à l'enquête vérité. Et donc, nous finissons le texte de 72 sur la direction dans laquelle on va passer depuis l'événement épreuve à l'enquête vérité vers l'examen qui nous donnera bien sûr surveiller et punir, et ce redoublement de l'analyse des sciences humaines. Donc on voit comment la généalogie des formes juridiques nous met au même endroit à la fin avec les sciences mesurantes, descriptives, normatives de l'homme qu'on était avec l'archéologie en 1966. Mais encore une fois, ce modèle de savoir s'actualise aujourd'hui avec le cas de Ferguson, et plus particulièrement avec l'événement du grand jury de Ferguson. Parce que vous savez, comme j'ai essayé d'expliquer, mais c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, on pourra en parler ce soir, mais le grand jury ne rend pas de verdict. Le grand jury décide simplement si quelqu'un va être poursuivi en justice. Le verdict est rendu par ce qu'on appelle aux États-Unis le petit jury, le petit jury de 12 personnes, qui eux, ils entendent toutes les preuves, ils entendent tous les témoins, ils délibèrent et ils se décident des faits. Ils se décident de la vérité de l'accusation. Maintenant, ce qui s'est passé avec le grand jury à Ferguson, c'est que les procureurs ont utilisé cette forme juridique pour créer une vérité sur l'homicide. En d'autres mots, ce qu'ils ont fait, c'est, et point par point, si on compare ce qu'ils ont fait et ce qui est fait d'habitude, on peut voir que c'était une production d'une vérité sur l'événement qui s'était passé, sur l'homicide de Michael Brown. Par exemple, les procureurs essayent toujours de limiter le témoignage, d'utiliser un ou deux témoins au plus, d'utiliser les témoins qui sont le plus favorables à l'État, mais de ne pas créer du témoignage qui pourra être utilisé ensuite contre l'État au vrai procès. Ici, par contre, il y avait 60 témoins au cours de 75 heures le long de 3 mois. Les jurés ont délibéré pendant plusieurs jours et la procédure a produit une transcription volumineuse qui atteint près de 5000 pages. Okay? Alors, tout était complètement différent ici que ce qui se passe d'habitude. D'habitude, le procureur ne fait pas un cross-examination d'un témoin qui est favorable à l'État. Ici, par contre, le procureur, pour un témoin, un des plus favorables à la poursuite, dit au témoin fondamentalement à peu près tout ce que vous avez dit le 13 août et beaucoup de ce que vous avez dit aujourd'hui ne correspond pas à la preuve physique que nous avons dans ce cas. Ok ? Donc ils étaient vraiment dans une position d'attaque des témoins qui étaient favorables à l'État. Aussi, ils essayent toujours de coller très près. Vous savez, dans le grand jury, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de défense. C'est seulement le procureur et les grand jurors. Et c'est le procureur qui enseigne les grand jurors sur le droit de l'homicide ici. Là, et d'habitude, les procureurs, ils tentent de coller très près de ce qu'on appelle les pattern jury instructions. C'est des instructions qui sont complètement acceptables, qui sont écrites par des juges, etc. Ici, le procureur a utilisé une instruction et a instruit les jurés sur une loi qui a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis en 1986.
Donc le procureur a utilisé la mauvaise loi sur l'homicide et l'utilisation de la force. Bon, enfin, quand on regarde ça, les grand juries sont toujours secrets. En fait, il y a une loi contre la dissémination de l'information dans le grand jury. Encore une fois, ici, on voit que immédiatement, le soir même du no bill, le procureur a mis en ligne les 5000 pages du grand jury testimony. Donc on voit vraiment que c'était en fait une production exactement comme production de vérité des formes juridiques qu'il est en train d'étudier dans ce cours et dans les cours de cette année, de l'année d'après aussi. Et aux États-Unis, ça a fonctionné. Même le New York Times a fini par se faire prendre et a déclaré dans le titre même d'un article en première page au-dessus du pli le 29 novembre 2014 qu'il y avait eu un verdict, a contested verdict, alors qu'en fait il n'y avait eu aucun verdict. Le grand jury ne donne pas un verdict, à dire vrai. Et donc on voit bien ici à Ferguson, mais reprenant donc cette discussion et cette rencontre avec Marx et la relation avec l'idéologie, la manière dont il y a eu une production de vérité qui est bel et bien ce que le droit pénal et le système pénal fait le mieux. Alors, troisième passage, c'est à la page 171-172 dans le texte, encore une fois où on est en directe conversation avec Marx ou avec Althusser, et on passe donc de ce passage où il dit les décisions de justice ont pour rôle de reconduire des rapports de production. Oui, mais c'est pas tout. Il s'inscrit comme rapport de pouvoir dans les rapports économiques et les modifie par là. Il transcrit les rapports économiques dans les rapports de pouvoir et les modifie par là. Bon, et bien sûr, ici, on est en train de voir la manière dont ce savoir et ce pouvoir qui deviennent et qui vont dans la direction économique, n'est-ce pas, qui vont prendre un caractère économique, qui vont prendre ce caractère économique très évidemment dans sécurité, territoire, population, puisque l'art de gouverner va passer par le libéralisme et le néolibéralisme. Mais ici, on peut voir ça encore une fois dans le cas de Ferguson, où ce qui est mis en effet, c'est toute une économie politique, un savoir économique. Ici, à Ferguson, c'est la raison du moindre État, tout un raisonnement économique qui dédouble et qui devient, qui est mis en place à travers des pratiques fiscales et économiques qui produisent ces effets à Ferguson. Emerson Electric est un Fortune 500 company qui a sa base, ses headquarters à Ferguson. Classifiée dans le Fortune 500, l'entreprise a des revenus en 3 mois, 6,3 milliards de dollars par année, 24 milliards de business, de revenus par année. Mais toute l'économie de la municipalité est organisée autour de l'effort, à travers des encouragements fiscaux, d'attirer des entreprises comme Emerson Electric, qui finissent par ne payer presque aucun impôt à la petite municipalité de Ferguson. Il y a des special tax abatements et des zones of business zones qui sont créées pour réduire les impôts, pour attirer des entreprises comme Emerson Electric, comme Home Depot, comme Walmart, comme Sam's Club, et qui crée des réductions de taxes, mais une entreprise comme Emerson Electric n'a même pas besoin d'en profiter à Ferguson parce que leurs impôts sont tellement bas qu'ils n'ont pas besoin de profiter du tax abatement. Sur leur real estate taxes, par exemple, sur leur headquarters qui couvre 152 acres
représente seulement 68 000 $ par an pour Ferguson. Ce qui veut dire que Ferguson doit aller quelque part d'autre pour fiscaliser, pour subventionner les tax abatements, par exemple pour Sam's Club, Walmart ou Home Depot, et où ils vont, c'est sur le sales tax, parce que dans le Missouri, il y a un amendement constitutionnel qui dit qu'on ne peut pas increase les taxes sans référendum de la municipalité. Les seules taxes qu'on peut increase, qu'on peut augmenter, c'est en fait la TVA, et la TVA qui peut être utilisée pour subventionner les municipal bonds qui sont utilisés pour subventionner les entreprises dans les zones de business. Le résultat de tout ce savoir qui se retrouve dans cette économie politique de Ferguson, c'est un déficit pour la municipalité qui doit être compensé par la TVA, qui représente donc le plus grand pourcentage de revenus pour Ferguson. D'abord TVA, deuxième les amendes et le pénal, avant ensuite d'essayer de recouvrir le reste du déficit. Je pense que donc en regardant ces trois passages dans théorie et institution pénale, en les mettant en conversation donc avec pour dépasser peut-être la conversation Foucault-Marx, on peut quand même voir des réflexions aujourd'hui, des réflexions contemporaines et des utilisations contemporaines pour analyser des situations que je pense sont tout à fait voilà, qui nous entourent aujourd'hui. Voilà.